Je suis Thomas Sterling, j'ai 27 ans, et il y a 10 ans, ma famille m'a jeté dehors dans un blizzard à cause d'une grossesse qui n'était pas la mienne. Avant de vous raconter le moment où ma mère est tombée à genoux dans un couloir d'hôpital bondé, suppliant pour le sang même qu'elle avait autrefois prétendu être souillé, dites-moi d'où vous regardez dans les commentaires. Le moteur d'une Rolls-Royce Phantom est un fantôme. C'est pourquoi ils l'ont nommé ainsi. Vous appuyez sur la pédale et 6000 livres d'acier et de luxe bondissent en avant, mais vous n'entendez pas de rugissement. Vous sentez simplement le monde bouger autour de vous. C'est une sorte de pouvoir silencieux. Le genre de pouvoir que je n'avais pas à 17 ans. J'ai tourné le volant, guidant l'énorme voiture noire sur Oak Street. C'était un mardi après-midi. La plupart des gens étaient au travail. La rue avait la même apparence qu'il y a une décennie. Les mêmes érables, bien que leur racine ait maintenant un peu plus fissuré les trottoirs. Les mêmes boîtes aux lettres se dressant comme de petits soldats au bout des allées. Mais le numéro 42 était différent. La maison de mes parents, la maison où j'ai grandi, la maison où j'ai été effacé, ressemblait à un animal mourant. L'herbe était jaune et sèche, haute jusqu'aux genoux. La peinture blanche s'écaillait en longues et vilaines bandes, révélant le bois gris en dessous comme de vieux os. Et là, planté au milieu de la pelouse envahie, il y avait un panneau, vente aux enchères pour saisie, propriété de la banque. J'ai garé la Rolls-Royce juste au bord du trottoir. Je n'ai pas bloqué l'allée. Je voulais qu'ils aient une vue dégagée. J'ai coupé le moteur et je suis resté assis un moment. Le cuir du siège était frais contre mon dos. La climatisation bourdonnait, sentant le parfum cher et la voiture neuve. Dehors, il faisait 90 degrés et humide, mais ici, j'étais intouchable. J'ai regardé mes mains sur le volant. Pas de graisse sous les ongles aujourd'hui. Une montre en or à mon poignet gauche qui coûtait plus que ce que mon père gagnait en 2 ans. J'avais passé la dernière décennie à construire une armure autour de moi, couche par couche, dollar par dollar. Aujourd'hui, j'allais tester si elle était assez solide. J'ai ouvert la portière et je suis sorti. La chaleur m'a frappé instantanément. J'ai boutonné ma veste de costume. C'était de la laine italienne, taillée pour me convenir parfaitement. J'ai ajusté mes poignets et j'ai marché vers la maison. Un rideau a bougé à la fenêtre de la maison de Madame Jenkins, à côté. Elle était donc toujours là, probablement toujours à tout regarder, toujours à répandre les ragots comme un virus. Je l'ai ignoré. Ma concentration était sur la porte d'entrée du numéro 42. Je n'ai pas frappé. Je n'en avais pas besoin. J'avais les clés dans ma poche, pas les vieilles clés de la maison que j'ai rendues la nuit où ils m'ont renié. C'était de nouvelles clés. La banque me les avait données il y a 3 heures. Mais avant que je puisse mettre la clé dans la serrure, la porte s'est ouverte. C'était ma mère, Linda. Elle avait l'air petite. C'est la première chose qui m'a frappé. Dans mes souvenirs, elle était cette figure d'autorité imposante, debout à côté de mon père, les bras croisés, me jugeant. Maintenant, elle n'était qu'une vieille femme dans une robe à fleurs délavée qui pendait trop lâche sur sa silhouette. Ses cheveux, autrefois teints d'un brun châtain parfait, étaient gris et fins. Elle s'est arrêtée net dans l'embrasure de la porte. Elle tenait une boîte en carton dans ses mains. Elle était pleine de vieux cadres photos et de bibelots. Ils emballaient. Ils partaient enfin. Elle a regardé la voiture derrière moi. Ses yeux se sont agrandis. Puis elle a regardé mes chaussures. Du cuir poli. Puis mon costume. Enfin, elle a regardé mon visage. La reconnaissance est une chose amusante. J'ai d'abord vu la confusion. Elle voyait un homme d'affaires, un étranger. Puis elle a vu les yeux. Thomas, a-t-elle murmuré. La boîte dans ses mains tremblait. Je n'ai pas souri. Je n'ai pas froncé les sourcils. Je suis juste resté là. Bonjour, Linda. Je ne l'ai pas appelée maman. Je ne l'avais pas appelée comme ça depuis 10 ans. Thomas, a-t-elle répété, plus fort cette fois. Elle a fait un pas sur le porche. C'est toi. C'est moi, ai-je dit. Ma voix était plus grave qu'elle ne s'en souvenait. Cal. Tu bloques la porte. Nous ne savions pas que tu. Elle a regardé autour d'elle nerveusement, comme si elle avait peur que les voisins la voient. Qu'est-ce que tu fais ici? As-tu entendu parler de la maison? Nous devons être partis à 17 heures. La banque l'a prise. Ton père est. Elle s'est étranglée.
Nous n'avons nulle part où aller, Thomas. Je sais, ai-je dit. Je l'ai acheté. Elle a cligné des yeux. Quoi? La maison, ai-je dit en sortant l'acte de propriété de ma poche intérieure. J'ai racheté la dette à la banque ce matin. Je suis propriétaire du 42 Oak Street. La couleur a quitté son visage si rapidement que j'ai cru qu'elle allait s'évanouir. Elle a laissé tomber la boîte. Le verre s'est brisé sur le sol du Porsche. Un cadre photo s'est cassé. C'était une photo d'Anne, ma sœur adoptive, l'enfant chéri, la raison de tout cela. Tu as acheté notre maison, a balbutié Linda. Ma maison, les jeux corrigés. Et je ne suis pas ici pour une réunion de famille. Je suis ici pour inspecter ma propriété. J'ai une équipe de démolition prévue pour la semaine prochaine. Démolition? Elle s'est agrippée au cadre de la porte pour se soutenir. Mais c'est notre maison. Nous t'avons élevé ici. Vous avez élevé un fils ici, ai-je dit en me rapprochant. Et puis vous l'avez jeté dehors ici. Maintenant, écarte-toi. Je suis passé devant elle. Je ne l'ai pas aidé à nettoyer le verre brisé. Je suis entré dans le salon. L'odeur m'a frappé en premier. Ça sentait le médicament rassis, la vieille poussière et la peur. Les meubles avaient disparu, vendus, je suppose. Il y avait juste un lit d'hôpital au milieu du salon et quelques chaises pliantes. Et ils étaient là. Mon père, Robert. Il était allongé dans le lit d'hôpital, branché à une petite machine de dialyse. Il avait le teint jaune. Sa peau était comme du parchemin. L'homme qui me terrifiait autrefois d'un simple regard n'était plus qu'un squelette respirant à travers un tube. Et assise à côté de lui, faisant défiler son téléphone, il y avait Anne. Elle a levé les yeux. Elle n'avait pas beaucoup changé, juste un peu plus dure. Trop de maquillage, essayant de cacher les rides d'une vie difficile. Elle m'a vu et a froncé les sourcils. Elle ne m'a pas reconnu instantanément comme maman. Elle a juste vu un homme en costume. « Qui êtes-vous » a-t-elle lancé. « Nous avons jusqu'à 17 heures. Le shérif n'est pas censé être ici avant. »« C'est Thomas » a dit Linda depuis l'embrasure de la porte derrière moi. Sa voix tremblait. Anne s'est figée. Elle a baissé son téléphone. Elle m'a regardé de haut en bas, ses yeux se posant sur la montre chère, le costume, la confiance. Je pouvais voir les rouages tourner dans sa tête. Elle ne regardait pas un frère. Elle regardait un portefeuille. Thomas, Anne s'est levée, affichant un faux sourire qui m'a retourné l'estomac. Oh mon Dieu, Tommy. Regarde-toi. Elle a fait un pas vers moi, les bras ouverts pour une étreinte. J'ai levé une main. Ne fais pas ça. Elle s'est arrêtée, l'air offensé. Quoi? Ça fait 10 ans. Ne me dis pas que tu gardes encore une rancune pour un drame de lycée. Drame de lycée, ai-je répété. J'ai regardé mon père. Ses yeux étaient ouverts maintenant. Il me fixait. Il n'y avait pas d'amour dans ses yeux. Juste du choc et de la honte. Je ne suis pas ici pour t'embrasser, Anne, ai-je dit. Je suis ici pour vous expulser. Le silence dans cette pièce était lourd. Il nous écrasait. J'ai regardé les 3 personnes qui étaient censées être mon monde, mon filet de sécurité. Et tout ce que je ressentais était une satisfaction froide et dure. Mais en dessous, enfoui profondément sous le costume, l'argent et la colère, il y avait le garçon de 17 ans qui voulait juste savoir pourquoi. Mais je n'allais pas demander. Pas encore. Vous avez 1 heure, ai-je dit en regardant ma montre. Prenez vos affaires. Prenez-le, j'ai pointé mon père, dans un transport. Si vous n'êtes pas hors de ma propriété à 15 heures, j'appelle la police pour violation de propriété. Tu ne peux pas faire ça, a crié Anne. Il est malade. Il est en train de mourir. J'ai vécu dans une voiture pendant 6 mois en hiver, ai-je dit, ma voix d'un calme mortel. Je pense qu'il peut supporter un trajet en fourgonnette. Je leur ai tourné le dos et je me suis dirigé vers la fenêtre, regardant ma Rolls-Royce. Je pouvais entendre ma mère sangloter derrière moi. Je pouvais entendre Anne jurer, mais mon esprit dérivait. Retour à la nuit où la musique s'est arrêtée. Retour à la nuit où ma vie s'est terminée et a commencé en même temps. Pour comprendre pourquoi je me tenais dans ce salon avec un cœur de pierre, il faut remonter 10 ans en arrière. J'avais 17 ans, j'étais en terminale. J'étais un bon gamin.
Je sais que tout le monde dit ça, mais je l'étais vraiment. J'avais une moyenne de 3,8. J'étais le capitaine de l'équipe de lutte. J'avais une petite amie nommée Sarah que je pensais épouser. Et j'avais une sœur que mes parents avaient adoptée, Anne. Quand elle avait 8 ans, j'en avais 9. Dès qu'elle a franchi la porte, elle a été la princesse. Elle venait d'un foyer d'accueil difficile. Et mes parents, Robert et Linda, se sont donnés pour mission de la sauver. J'étais d'accord avec ça. Je voulais être un grand frère. Je l'ai aidé avec ses devoirs de mathématiques. J'ai fait fuir les brutes qui se moquaient de ses vêtements de seconde main jusqu'à ce que mes parents lui achètent une toute nouvelle garde-robe, meilleure que la mienne. Mais Anne a appris très tôt que les larmes étaient une monnaie d'échange. Si elle cassait un vase, elle pleurait et disait que je l'avais poussée. J'étais puni. Si elle ratait un examen, elle disait que je l'avais distraite. Je perdais mon argent de poche. Mes parents étaient tellement obsédés par le fait d'être les sauveurs parfaits qu'ils ne voyaient pas le monstre qu'ils nourrissaient. Avance rapide jusqu'à la fête de leur 25e anniversaire de mariage. La maison, le 42 Oak Street, était bondée. Parents, voisins, partenaires commerciaux de mon père. Il y avait des ballons, un traiteur, un groupe de jazz dans le jardin. C'était l'apogée du succès de la famille Miller. Mon père possédait une petite chaîne de quincaillerie. Nous étions des piliers de la communauté. J'étais debout près du bol de punch, attendant Sarah. Je lui avais acheté une bague de promesses. J'étais nerveux, transpirant dans mon smoking de location bon marché. Puis la musique s'est arrêtée. Anne était au milieu de la pièce. Elle avait 16 ans à l'époque. Elle portait une robe blanche, ressemblant à un ange. Mais elle pleurait. Ce son, je l'entends encore dans mes cauchemars. Un gémissement aigu et plaintif. « Maman, papa » a-t-elle crié. Tout le monde s'est tu. Mon père, tenant une coupe de champagne, s'est précipité. « Annie, ma chérie, qu'est-ce qui ne va pas ?» Je ne peux plus le cacher, a-t-elle sangloté, tombant à genoux de manière dramatique. Je suis enceinte. La pièce a halté. On pouvait littéralement entendre l'air être aspiré de la pièce. Ma mère a laissé tomber sa serviette. Mon père est devenu rouge. Pour une famille qui se targuait de son image, c'était une bombe nucléaire. Qui a exigé mon père? Sa voix tremblait de rage. Qui t'a fait ça? Je vais le tuer. J'ai eu pitié d'elle. Vraiment. J'ai fait un pas en avant, pensant que je pourrais peut-être aider à désamorcer la situation. Peut-être l'emmener dans la cuisine, loin des regards insistants. Puis Anne a levé les yeux, son regard s'est posé sur le mien. C'est Thomas, a-t-elle murmuré, mais dans le silence, cela a sonné comme un coup de feu. Quoi, ai-je dit? J'ai même ri nerveusement. C'était si absurde. Anne, de quoi tu parles? C'est dégoûtant. Il m'a forcé, a-t-elle crié en me pointant du doigt. Il a dit que si je disais à quelqu'un, il me ferait du mal. Il vient dans ma chambre la nuit. Maman, s'il te plaît. J'avais si peur. J'ai regardé autour de moi. Je m'attendais à voir les gens rire. Je m'attendais à ce que mes parents disent « Ne sois pas ridicule, Anne ». Au lieu de ça, j'ai vu l'horreur. Espèce d'animal, a murmuré mon père. Papa, non. J'ai reculé, les mains en l'air. Papa, elle ment. Tu me connais. Je ne l'ai jamais touché. Je suis son frère. Mon père n'a pas écouté. Il n'a pas demandé de preuves. Il n'a pas demandé ma version. Il a juste réagi. Il a traversé la pièce en 2 enjambées et a frappé. Son poing a heurté ma mâchoire. J'ai vu des étoiles. J'ai titubé en arrière, renversant le bol de punch. Du liquide rouge a éclaboussé partout, ressemblant à du sang sur le tapis blanc. Robert, a crié ma mère, mais elle n'a pas bougé pour l'arrêter. Elle s'est précipitée vers Anne, l'enlaçant. Oh, mon pauvre bébé. Mon pauvre bébé innocent. J'étais par terre, goûtant le cuivre. J'avais l'impression que ma mâchoire était déboîtée. J'ai levé les yeux vers Sarah, ma petite amie, la fille que j'aimais. Sarah, ai-je suffoqué? Dis-leur que j'étais avec toi. Tu sais que je ne ferai pas ça. Sarah m'a regardé avec dégoût. Elle a sorti la petite boîte avec la bague de promesse de son sac à main et me l'a jetée.
Elle m'a frappé à la poitrine. Ne me parle pas, a-t-elle sifflé. Je savais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas chez toi. Ça a fait plus mal que le coup de poing. Dégage, a rugi mon père. Il m'a attrapé par le col de ma chemise et m'a traîné vers la porte d'entrée. Je donnais des coups de pied, essayant de trouver mon équilibre. Papa, arrête. Écoute-moi. Fais un test de paternité. Je ferai un test au détecteur de mensonges, s'il te plaît. Tu n'es pas mon fils, m'a-t-il craché au visage. Tu es un prédateur. Tu es une ordure. Il m'a jeté par la porte d'entrée. J'ai dévalé les marches du Porsche, atterrissant durement sur le trottoir en béton. Il avait commencé à pleuvoir. Une pluie verglaçante. Papa, s'il te plaît. Je me suis relevé. Mon smoking était trempé instantanément. Où suis-je censé aller? Va en enfer, a-t-il dit. J'appelle la police. Si tu n'es pas parti dans 5 minutes, tu seras en cellule. Il est rentré et a claqué la porte. J'ai entendu le verrou s'enclencher. Je suis resté là 1 minute, frissonnant, du sang coulant sur mon menton. J'ai regardé la fenêtre. J'ai vu Anne jeter un coup d'œil à travers les rideaux. Elle ne pleurait plus. Elle me regardait. Et pendant une fraction de seconde, elle a souri. Un petit sourire triomphant. Elle s'en était sortie. Elle avait caché son erreur, probablement avec un type de l'école, en détruisant ma vie. Les sirènes de la police hurlaient au loin. J'ai couru. Je n'avais pas mes clés de voiture. Je n'avais pas mon portefeuille. J'avais juste les vêtements que je portais et une bague de promesses dans ma poche dont personne ne voulait. Cette nuit-là, je me suis caché dans les bois derrière l'ancienne scierie jusqu'à ce que les voitures de police cessent de patrouiller. J'avais froid. J'avais mal physiquement, mais la douleur émotionnelle était un trou noir. Ma mère n'avait pas dit un mot. Elle avait choisi. Ils avaient tous choisi. J'étais effacé. Le lendemain, j'ai essayé de retourner chercher mes affaires. Mes affaires étaient sur la pelouse dans des sacs poubelles. Mon ordinateur portable était cassé. Mes bons d'épargne avaient disparu. Il y avait une note agrafée au sac, de l'écriture de mon père. Si tu reviens, je te tirerai dessus. Tu es déshérité. Tu ne fais plus partie de la famille. Ne nous contacte pas, je suis allé à la banque pour vérifier mon fonds d'études. Je l'ai. Mon père l'avait vidé ce matin-là. J'avais 17 ans. Je n'avais pas d'argent, pas de maison, pas de famille, et une réputation qui se détruisait minute par les rumeurs qui se propageaient dans la ville. J'étais un monstre. Je suis allé à la gare routière. J'ai utilisé la petite monnaie que j'ai trouvée dans mes poches pour acheter un billet jusqu'au bout de la ligne. Je me fichais de l'endroit où ça allait. J'avais juste besoin d'être quelque part où personne ne connaissait le nom de Thomas Miller. Ce trajet en bus a été les funérailles du garçon que j'étais. J'ai pleuré pendant la première heure. Puis j'ai dormi. Et quand je me suis réveillé, j'ai fait un vœu. Je survivrai. Je réussirai. Et un jour, je leur ferai regretter le jour où ils ont choisi le mensonge plutôt que la vérité. Le bus m'a déposé dans une ville à 3 heures de route. C'était un endroit industriel et gris. Des cheminées d'usine, du béton, et des gens qui semblaient avoir oublié comment sourire. J'ai passé la première semaine à vivre dans une boîte en carton derrière une épicerie. J'ai appris très vite que la fierté ne remplit pas l'estomac. J'ai mangé des bagels sortis de la benne à ordures. Je me suis lavé le visage dans les toilettes d'une station-service jusqu'à ce que le propriétaire me chasse avec un balai. J'avais besoin d'un travail, mais qui embauche un jeune de 17 ans sans papier d'identité, sans adresse, et avec un visage qui semble avoir fait 12 rounds avec un boxeur? Je suis entré dans chaque magasin, restaurant et chantier de construction. Les panneaux « On embauche » étaient partout. Mais dès qu'ils me voyaient, la réponse était toujours non. Puis j'ai trouvé le garage d'Andy. C'était un endroit délabré à la périphérie de la ville. Il y avait une enseigne au néon clignotante et une odeur d'huile et de café rassis. Je suis entré. Un vieil homme était sous le capot d'un camion Ford. Il était énorme, les épaules larges, le crâne chauve, les bras couverts de graisse et de vieux tatouages. Des tatouages du corps des marines. On n'embauche pas, a-t-il grogné sans lever les yeux. Je n'ai pas demandé, ai-je dit. Ma voix était rauque d'avoir dormi dans le froid.
Je veux juste savoir si je peux balayer les sols en échange de dormir dans cette cabane là-bas. Il va neiger ce soir. Il s'est redressé et s'est essuyé les mains sur un chiffon. Il m'a regardé. Il avait des yeux comme des roulements à billes en acier. Il a regardé ma mâchoire meurtrie, ma chemise de smoking sale, que je portais toujours parce que je n'avais rien d'autre. T'as des problèmes avec la justice, gamin, a-t-il demandé. Non, monsieur. Juste des problèmes avec la vie. Il m'a fixé pendant un long moment. Puis il m'a jeté le chiffon. Nettoie la baie 3. Il y a un lit de camp dans le bureau à l'arrière. Ne vole rien ou je t'enterre dans le terrain vague derrière. Oui, monsieur. C'est comme ça que j'ai rencontré Andy. Il m'a sauvé la vie. Pendant les 6 mois suivants, j'ai été un fantôme. J'ai travaillé de l'aube à minuit. J'ai balayé les sols. J'ai rangé les outils. J'ai apporté le café. Je ne parlais pas beaucoup. Je ne voulais pas que quiconque sache qui j'étais. J'étais terrifié que mon père me trouve ou que la police vienne frapper à la porte avec de fausses accusations. Un jour, le système de CVC du garage est tombé en panne. C'était en plein mois de juillet, une chaleur torride. Andy jurait, frappant sur l'unité avec une clé à molette. Foutue machine, elle est fichue, a-t-il crié. Je ne peux pas en acheter une nouvelle pour le moment. Je me suis approché. J'avais toujours été doué avec les machines. J'aimais leur logique. Si une machine tombait en panne, il y avait une raison. Un fil desserré, un engrenage cassé. Ce n'était pas comme les gens. Les machines ne mentaient pas, laissez-moi regarder, ai-je dit. Toi, a ricané Andy. Tu es un balayeur. Donnez-moi 10 minutes. J'ai ouvert le panneau. J'ai suivi le câblage. J'ai trouvé le court-circuit et un condensateur grillé. Je l'ai recablé en utilisant des pièces de rechange d'une machine à laver mise au rebut à l'arrière. 10 minutes plus tard, le compresseur a ronronné et s'est mis en marche. De l'air froid a envahi l'atelier. Andy a regardé l'unité, puis moi. Où as-tu appris à faire ça? J'ai lu le manuel, ai-je menti? J'avais juste un instinct pour ça. Tu gâches ton temps à pousser un balai, a grogné Andy. Le lendemain, il a jeté un lourd livre sur mon lit de camp. Principe de chauffage, ventilation et climatisation. Lis-le, a-t-il dit. Tu vas aller à l'école de métier. Je ne peux pas, ai-je dit. Je n'ai pas d'argent. Je n'ai pas de parents pour signer les prêts. C'est moi qui paie, a dit Andy. Considère ça comme un prêt. Tu me rembourseras sur ton salaire quand tu gagneras beaucoup d'argent. Ce fut le tournant. J'ai légalement changé de nom ce mois-là. J'ai abandonné Miller. J'ai pris le nom de jeune fille de ma grand-mère, Sterling. Thomas Sterling sonnait fort. Ça sonnait comme de l'argent. J'ai obtenu mon GED. J'allais à l'école de métier le soir et je travaillais au garage pendant la journée. J'étais obsédé. Je ne sortais pas. Je ne faisais pas la fête. Je travaillais chaque fois que je me sentais fatigué. Chaque fois que je voulais abandonner, je me souvenais du regard de mon père quand il m'a jeté dehors. Je me souvenais du sourire narquois d'Anne. Du carburant. C'était tout du carburant. À 22 ans, j'étais le meilleur technicien CVC du comté. Je gagnais un bon salaire, mais je n'étais pas satisfait. Je voulais plus. Je voulais le pouvoir. J'ai créé ma propre entreprise, Sterling Climate Control, avec une camionnette et une boîte à outils. J'ai pris les boulots que personne d'autre ne voulait. J'ai travaillé le jour de Noël. J'ai travaillé dans des greniers où il faisait 130 degrés. J'ai travaillé dans des sous-sols inondés d'eaux usées. J'ai économisé chaque centime. Je n'achetais pas de vêtements chics. Je vivais dans un petit appartement. J'ai tout réinvesti dans l'entreprise. Une camionnette est devenue 5. 5 sont devenus 20. J'ai commencé à obtenir des contrats pour des immeubles commerciaux, puis des gratte-ciel. J'avais besoin d'un avocat pour gérer la constitution de la société et les contrats. J'ai engagé le meilleur de la ville. Je me souviens d'être assis dans son bureau en signant les papiers. Monsieur Sterling, a dit l'avocat, vos actifs sont importants. Avez-vous un plan pour votre succession, héritage, bénéficiaire? Je n'ai pas de famille, ai-je dit froidement. Si je meurs, liquidez tout et donnez-le à l'orphelinat de la 5e rue. Il a semblé surpris,
mais il a hoché la tête. À 25 ans, j'étais millionnaire. À 27 ans, j'étais l'un des plus gros entrepreneurs de l'État. J'ai acheté la Rolls-Royce non pas parce que j'en avais besoin, mais parce que c'était le symbole ultime que j'avais gagné. Mais la victoire semblait vide. J'avais de l'argent, mais personne avec qui le partager. Andy avait pris sa retraite et déménagé en Floride. Je lui ai acheté un condo là-bas en guise de remerciement. J'étais seul dans mon Penthouse, regardant les lumières de la ville. C'est là que j'ai engagé le détective privé. Je me suis dit que c'était juste de la curiosité. Je voulais savoir si le karma auquel je croyais avait réellement frappé. Le rapport est revenu une semaine plus tard. C'était un dossier épais. Je l'ai ouvert et j'ai bu un verre de scotch en lisant la chute de la famille Miller. C'était brutal. Anne n'était jamais allée à l'université. Elle avait eu le bébé. Une fille qu'elle a immédiatement fait adopter parce qu'elle n'était pas prête à être mère. Le père était un dealer de drogue qui était maintenant en prison. Voilà pour la fille parfaite de mon père. Puis vint le divorce, ou presque. Le mariage de mes parents s'était effondré sous le stress. Ils ne sont restés ensemble que pour les apparences. Anne a continué à avoir des ennuis. Conduite en état d'ivresse, vol à l'étalage, mauvais investissement. Mon père a continué à la renflouer. Il a vidé son fonds de retraite. Il a hypothéqué la maison. Il a vendu ses quincailleries pour payer ses avocats et ses dettes. Et puis les problèmes de santé. Robert Miller avait une insuffisance rénale au stade 4. Il avait besoin de dialyse 3 fois par semaine. L'assurance était épuisée. Il se noyait sous les factures médicales. La banque avait engagé une procédure de saisie sur le 42 Oak Street le mois dernier. J'ai fermé le dossier. J'ai regardé mon reflet dans la fenêtre. J'ai vu le garçon qui avait été mis à la porte sous la pluie. Il est temps, ai-je murmuré dans la pièce vide. J'ai appelé mon courtier le lendemain matin. Obtenez-moi les papiers de saisie du 42 Oak Street. Je veux racheter la dette en espèces. Cela nous ramène au salon, à l'odeur de décomposition, à ma mère qui pleure, à mon père mourant et à ma sœur qui complote. Debout dans ce salon, vérifiant ma montre, j'ai senti une vibration dans ma poche. C'était Marcus Thorne. Marcus était mon plus gros client. C'était un promoteur immobilier qui possédait la moitié de la ville. C'est lui qui m'a appris à porter un costume, à intimider sans crier. Je suis sorti sur le porche pour prendre l'appel, laissant ma famille dans leur panique. Thomas, a tonné la voix de Marcus. La fusion se fait. Nous venons de signer le contrat de CVC pour le nouveau stade. Tu vas faire un bénéfice de 10 millions de dollars cette année. C'est une bonne nouvelle, Marcus, ai-je dit, en regardant un écureuil traverser la pelouse envahie par la végétation. Tu n'as pas l'air excité. On dirait que tu es à un enterrement. Quelque chose comme ça, ai-je dit. Je suis à l'ancienne maison. Ah, Marcus a fait une pause. Il connaissait l'histoire. C'était l'une des rares personnes en qui j'avais confiance. Tu l'as déjà brûlé? Pas encore. Ils sont toujours à l'intérieur. Ne les laisse pas te monter à la tête, gamin, a prévenu Marcus. La pitié est un piège. Ils ont fait leur lit. Qu'ils y dorment. Je sais. Je fais juste respecter l'expulsion. Bien. Écoute, j'ai besoin de toi sur le site demain. Et Thomas, profite de la victoire. Tu l'as mérité. J'ai raccroché. 10 millions de dollars. Un autre zéro sur le compte en banque. Ça ne signifiait rien en ce moment. Je suis rentré. L'heure était presque écoulée. L'ambiance dans la pièce avait changé. Ma mère avait cessé de pleurer. Elle était frénétique maintenant, emballant des vêtements dans des sacs poubelles. Ironique, considérant que c'est comme ça que mes affaires ont quitté cette maison. Anne était au téléphone, criant à quelqu'un. Je m'en fiche. Tu es censé être mon avocat. Fais quelque chose. Il ne peut pas nous expulser comme ça. Elle a fait une pause, écoutant. Que veux-tu dire par il possède l'acte de propriété? Règle ça. Elle a jeté le téléphone sur le canapé. Elle m'a foudroyé du regard. Tu te crois si grand, a-t-elle craché. Tu penses que l'argent te rend meilleur que nous? Oui, ai-je dit simplement. Dans cette situation, c'est littéralement le cas. Ça fait de moi le propriétaire et de vous les intrus.
Mon père a gémi. Nous avons tous regardé le lit d'hôpital. Il se tenait la poitrine. Son visage était gris. Robert. Linda s'est précipitée vers lui. Robert, respire. Ma poitrine, a-t-il haleté. De l'eau. Il a besoin de ses médicaments, a crié Linda. Ils sont dans le placard de la cuisine. Je les ai emballés. Elle a commencé à fouiller dans les boîtes qu'elle venait de sceller. Elle paniquait, jetant les choses de côté. Je suis resté là et j'ai regardé. Une partie de moi, la partie froide et commerciale, pensait, c'est ça. C'est la justice. Mais une autre partie, la partie humaine, a ressenti un pincement. Quelle boîte, ai-je demandé. Je ne sais pas, a-t-elle crié. Aide-moi. J'ai soupiré. Je me suis approché, j'ai déchiré la boîte la plus proche de l'évier. C'était juste de la vaisselle. J'en ai ouvert une autre. Des vêtements. Mon père a commencé à convulser. La machine de dialyse a émis une alarme. Appelle le 911, a hurlé Linda. Anne est restée là, figée. Elle était inutile en cas de crise. Elle a toujours été la demoiselle en détresse, jamais l'héroïne. J'ai sorti mon téléphone et j'ai composé 3 chiffres. Urgence médicale au 42 Oak Street. Homme, 60 ans, insuffisance rénale. Possible arrêt cardiaque. Envoyer une ambulance. Priorité 1. J'ai raccroché et je les ai regardés. Ils sont à 5 minutes. Il est en train de mourir, a gémi Linda. Elle a attrapé la main de mon père. Robert, tiens bon. S'il te plaît, ne me quitte pas, mon père m'a regardé. Ses yeux étaient grands ouverts de panique. Pour la première fois en 10 ans, il ne me regardait pas avec haine. Il me regardait avec peur. Il réalisait que sa vie était entre les mains du fils qu'il avait détruit. Thomas, a-t-il sifflé. Je n'ai pas répondu. J'ai juste regardé ma montre. Le délai d'expulsion était passé. Mais je suppose que même moi, je n'étais pas assez sans cœur pour jeter un mourant sur le trottoir. Les ambulanciers sont arrivés en 4 minutes. Ils ont fait irruption, ont pris le contrôle. Ils l'ont chargé sur un brancard. Qui est de la famille, a demandé l'ambulancier. C'est moi, a dit Linda. Je suis sa femme. Je suis sa fille, a dit Anne en attrapant son sac à main. L'ambulancier m'a regardé. Vous venez? J'ai hésité. Je devrais monter dans ma Rolls-Royce et partir. Je devrais aller dans un steakhouse, commander une bouteille de vin et célébrer la fin de ce chapitre. Mais j'avais besoin de voir la fin. J'avais besoin de voir jusqu'au bout. Je suivrai dans ma voiture, ai-je dit. Alors que l'ambulance s'éloignait en hurlant, faisant vibrer le panneau de saisie dans son sillage, je suis remonté dans ma fantôme. J'ai suivi les gyrophares et les sirènes. Je n'y allais pas pour lui tenir la main. J'y allais pour assister à l'effondrement final de la dynastie Miller. La salle d'attente de l'hôpital sentait l'antiseptique et le café bon marché. C'était une odeur que je détestais. Elle me rappelait la nuit où Anne m'avait accusé. La nuit où j'avais fini aux urgences avec des points de suture à la mâchoire avant d'être mis à la porte. Linda et Anne étaient assises sur les chaises en plastique. Linda priait. Anne envoyait des SMS. Je me tenais près du distributeur automatique, buvant une bouteille d'eau. Je détonnais dans mon costume à $2000. Un médecin est sorti. Il avait l'air fatigué. Dr Hill. J'ai reconnu le nom. Il avait été le médecin de famille pendant des années. C'est probablement lui qui a accouché Anne de son bébé. Madame Miller. Linda s'est levée d'un bond. Comment va-t-il? Stabilisé, a dit le docteur Hill. Mais c'est grave, Linda. Ses reins fonctionnent à moins de 5%. La dialyse ne suffit plus. Son corps rejette le traitement. Il a besoin d'une greffe immédiatement. Nous sommes sur la liste depuis 2 ans, a pleuré Linda. Je sais, mais nous n'avons pas le temps pour la liste. Il lui reste des jours, peut-être une semaine. Nous avons besoin d'un donneur vivant. Un parent de sang est le meilleur candidat. Le médecin s'est tourné vers Anne. Anne, a-t-il dit, nous vous avons testé l'année dernière. Vous étiez une compatibilité partielle. Ce n'est pas parfait, mais étant donné l'urgence, ça pourrait marcher. C'est sa seule chance. J'ai regardé Anne.
C'était son moment. Son père, l'homme qui avait sacrifié son fils, sa fortune et son honneur pour elle, était en train de mourir. Tout ce qu'elle avait à faire était de donner quelque chose en retour. Anne s'est agitée. Elle a serré son sac à main de créateur cher, probablement acheté avec le dernier argent de mon père. Je ne peux pas, a-t-elle dit. Le médecin a cligné des yeux. Excusez-moi. Je ne peux pas faire l'opération, a dit Anne, sa voix s'élevant. J'ai un contrat de mannequinat le mois prochain. Je ne peux pas avoir de cicatrice. Et le temps de récupération. Qui va s'occuper de moi? Linda a regardé sa fille. Anne, c'est ton père. Il est en train de mourir. Je sais, maman, mais c'est mon corps. Tu ne peux pas me demander de me faire opérer. Et si quelque chose tournait mal? Et si je mourais? C'est une procédure de routine, a dit doucement le docteur Hill. Le risque est minime. Non, a crié Anne. Je ne le ferai pas. C'est trop demandé. Il a vécu sa vie. J'ai toute ma vie devant moi. Et voilà. La vérité nue et laide. L'enfant chéri n'était que plaqué or. En dessous, elle était en fer rouillé. Linda est restée là, la bouche ouverte. Elle a regardé Anne, puis la porte fermée des soins intensifs. La prise de conscience s'abattait sur elle. Elle avait misé sur le mauvais cheval. Elle avait jeté le fils loyal pour la fille égoïste. Puis, lentement, ses yeux se sont tournés vers moi. J'étais debout dans l'ombre, observant simplement. Thomas, a-t-elle murmuré. Non. Je savais ce qui allait arriver. Elle a marché vers moi, ses pas étaient chancelants. Thomas, a-t-elle dit, sa voix se brisant. Tu es son fils. Biologiquement, peut-être, ai-je dit, froid comme de la glace. Mais légalement, émotionnellement, je suis un étranger. Tu te souviens. S'il te plaît, elle a tendu la main pour toucher mon bras. J'ai reculé. C'est ton père. Malgré tout, il t'a donné la vie. Il a essayé de détruire ma vie, l'ai-je corrigé. Il a fait une erreur, a pleuré Linda. Nous faisons tous des erreurs. Une erreur, c'est oublier de sortir les poubelles, Linda. Renier son fils adolescent et le laisser sans abri en hiver est un choix. Un choix délibéré et cruel. Il est désolé. Je sais qu'il l'est. L'a-t-il dit? Ai-je demandé. A-t-il dit les mots, ou est-ce que tu projettes juste? Thomas, s'il te plaît. Elle devenait hystérique maintenant. Les gens dans la salle d'attente la regardaient. Fais le test pour lui. Fais juste le test. Si tu es compatible, s'il te plaît. Je ne peux pas le perdre. J'ai tout perdu d'autre. La maison, l'argent. Je ne peux pas perdre Robert. Demande à Anne. J'ai pointé ma sœur qui tapait agressivement sur son téléphone, nous ignorant. Elle ne le fera pas, a sangloté Linda. Elle a peur. Elle est égoïste, ai-je dit. Et c'est toi qui l'as rendue comme ça. Tu l'as encouragée. Tu l'as protégée. C'est ta création. Je me suis retourné pour partir. Je m'en vais. Envoyer la facture des funérailles à mon bureau. Je la paierai. C'est la seule contribution que je ferai. J'ai commencé à marcher dans le couloir. Mes chaussures claquaient rythmiquement sur le linoléum. Thomas, a crié Linda. Je ne me suis pas arrêté. Puis j'ai entendu un bruit sourd. Je me suis arrêté. Je me suis retourné. Ma mère était à genoux, là, au milieu du couloir, les mains jointes, pleurant ouvertement. S'il te plaît, a-t-elle hurlé. Je ferai n'importe quoi. Je le dirai à tout le monde. Je dirai la vérité. Je suis revenu lentement. Je me suis tenu au-dessus d'elle. Quelle vérité, ai-je demandé doucement. Elle a levé les yeux vers moi, le mascara coulant sur son visage. Elle a regardé Anne, puis moi. Elle a pris une profonde inspiration et pour la première fois en 10 ans, elle a décidé d'être une mère. Le couloir de l'hôpital est devenu silencieux. Les infirmières se sont arrêtées à leur poste. Les visiteurs ont baissé leurs magazines. Tout le monde regardait l'homme bien habillé debout au-dessus de la vieille femme en pleurs. Quelle vérité, Linda, ai-je répété.
Elle a agrippé le tissu de mon pantalon. Nous savions, a-t-elle suffoqué. Nous savions que tu ne l'avais pas touché. Le monde s'est arrêté de tourner. J'ai senti un rugissement dans mes oreilles comme l'océan. Répète ça. Nous savions, a-t-elle gémi. Cette nuit-là, il y a 10 ans, après que Robert ait jeté dehors, Anne nous l'a dit. Elle a admis que c'était Vernon, ce garçon dealer de drogue. Je l'ai fixé, mes mains serrées en poing si fort que mes ongles s'enfonçaient dans mes paumes. Vous saviez, ai-je dit, ma voix tremblant d'une rage que j'avais refoulée pendant une décennie. Vous saviez que j'étais innocent et vous m'avez laissé dehors. Nous avions peur, a pleuré Linda. Robert a dit. Il a dit que si la vérité éclatait, que Anne était enceinte d'un criminel, le nom de la famille serait ruiné. Il a dit que les voisins parleraient. Il a dit que l'avenir d'Anne serait détruit. Alors vous avez détruit le mien à la place. Tu étais fort, a-t-elle essayé de justifier, me regardant avec des yeux suppliants. Robert a dit que tu étais un garçon. Que tu pouvais le supporter. Que tu pouvais survivre. Mais Anne. Elle était fragile. Nous pensions. Nous pensions que si nous t'envoyions simplement loin, les rumeurs se concentreraient sur toi et nous pourrions envoyer Anne discrètement avoir le bébé et puis la ramener comme si de rien n'était. J'ai ri. C'était un son sombre et creux. J'étais le sacrifice. J'étais le bouc émissaire pour votre réputation. Nous avions tort, elle a enfoui son visage dans ses mains. Nous avions tellement tort. Regarde-nous maintenant. Anne nous déteste. Nous n'avons rien. C'est une punition. Dieu nous punit. J'ai regardé Anne. Elle ne regardait plus son téléphone. Elle regardait le sol. Son visage était rouge. Elle n'avait pas honte de ce qu'elle avait fait. Elle avait honte que le secret soit révélé. Vous m'avez laissé dormir dans une voiture, ai-je dit en me penchant vers le visage de ma mère. Vous m'avez laissé mourir de faim. Vous m'avez laissé penser que mon père me détestait pour quelque chose que j'avais fait alors que depuis le début, il me détestait pour quelque chose qu'il avait fait. Je suis désolé, a-t-elle sangloté. Je suis tellement désolé, Thomas. Mais s'il te plaît, il est en train de mourir. C'est ton père. Son sang coule dans tes veines. Ne le laisse pas mourir pour nos péchés. Sois meilleur que nous. S'il te plaît, sauve-le. J'ai regardé la porte fermée des soins intensifs. Derrière cette porte se trouvait l'homme qui avait orchestré mon exil. L'homme qui avait choisi sa fierté plutôt que son fils. Tu veux son sang, ai-je demandé. Oui, a-t-elle hoché la tête frénétiquement. Fais juste le test. S'il te plaît. Je me suis levé. J'ai boutonné ma veste. D'accord, ai-je dit. Linda a cessé de pleurer. Elle m'a regardé avec espoir. Tu vas le faire? Je vais faire le test, ai-je dit. Appelez l'infirmière. L'heure suivante a été un flou d'aiguilles et de fioles. Je me suis assis sur une chaise, les laissant prélever mon sang. Je n'ai pas regardé Linda. Je n'ai pas regardé Anne. J'ai juste fixé le mur. Le docteur il a accéléré le test. Il connaissait l'urgence. 2 heures plus tard, nous étions de retour dans la salle d'attente. Le docteur il est sorti en tenant un presse-papier. Alors, a demandé Linda, les mains tremblantes. C'est compatible, a dit le docteur Hill. Une compatibilité presque parfaite. 99% de compatibilité. Thomas a 2 reins sains. Nous pourrions nous préparer pour l'opération dans l'heure. Linda a poussé un cri de soulagement. Oh, Dieu merci. Dieu merci, Thomas. Elle s'est tournée pour m'embrasser. J'ai fait un pas de côté. Elle a embrassé le vide. J'ai tendu la main et j'ai pris le presse-papier du médecin. J'ai regardé les chiffres, la preuve médicale que j'étais le fils de Robert Miller. Le lien biologique indéniable. C'est compatible, ai-je dit en lisant le papier. Preuve scientifique. Quand pouvons-nous commencer, a demandé Linda au médecin, en s'essuyant les yeux. Mon mari, est-il préparé? Thomas doit signer les formulaires de consentement, a dit le docteur Hill. Il m'a tendu un stylo et une épaisse liasse de papier. Thomas, c'est une opération majeure. Il y a des risques, mais vous sauvez une vie. J'ai pris le stylo. J'ai regardé le papier. Consentement pour un don d'organes.
J'ai regardé Linda. Tu voulais la preuve que j'étais son fils. La voici. J'ai agité les résultats du test. Je suis son fils, ce qui signifie que j'ai son entêtement et sa mémoire. Et puis, d'un geste calme et délibéré, j'ai déchiré le formulaire de consentement en deux. Le son du papier qui se déchire était fort dans la pièce silencieuse. Thomas, a haleté Linda. Qu'est-ce que tu fais? Je l'ai déchiré encore et encore jusqu'à ce que les papiers soient des confettis dans mes mains. J'ai laissé les morceaux tomber sur le sol. Non, ai-je dit. Le docteur il a semblé choqué. Monsieur Sterling, votre père mourra sans ça. Cet homme est mort pour moi il y a 10 ans, ai-je dit. J'ai juste fait le test pour prouver quelque chose. Je voulais que vous sachiez que le salut dont vous aviez besoin se tenait juste devant vous, et que vous ne le méritiez pas. Tu ne peux pas faire ça, a crié Linda. Elle s'est jetée sur moi, frappant ma poitrine avec ses poings faibles. Espèce de monstre. C'est ton père. Tu dois le sauver. J'ai attrapé ses poignets. Je n'ai pas serré, mais je l'ai tenu fermement. Un père protège ses enfants, ai-je dit en la regardant profondément dans les yeux. Il ne les jette pas au loup pour sauver la face. Tu veux un rein? Demande à l'enfant chéri. J'ai fait un signe de tête vers Anne. Elle est partiellement compatible. Peut-être que 60% suffisent. Laisse-la sacrifier son corps de bikini pour l'homme qui lui a tout donné. J'ai lâché Linda. Elle s'est effondrée sur la chaise, sanglotant de manière incontrôlable. Je me suis tourné vers Anne. À ton tour, sœurette. Agis ou regarde le mourir. C'est à toi de jouer maintenant. Anne avait l'air terrifiée. Elle a regardé le médecin, puis la porte. Elle ressemblait à un animal piégé. Je savais qu'elle ne le ferait pas. Elle s'aimait trop. J'ai ajusté mes poignets. Docteur, je m'en vais. Ne me recontactez plus. Thomas, attendez, a crié le docteur Hill. Vous partez vraiment? Je ne pars pas à pied, ai-je dit en me retournant une dernière fois. Je pars en Rolls-Royce. Je suis sorti de l'hôpital. Les portes automatiques se sont ouvertes et l'air chaud et humide m'a frappé. C'était comme la liberté. Je suis monté dans ma voiture. J'ai démarré le moteur. Je n'ai pas regardé en arrière vers les fenêtres de l'hôpital. J'ai conduit jusqu'à l'ancienne maison, ma maison maintenant. L'équipe de démolition arrivait lundi, mais j'ai décidé que je ne la démolirais pas. J'ai sorti mon téléphone et j'ai appelé Andy. Salut gamin, a répondu Andy. Comment ça s'est passé? C'est fait, ai-je dit. Je suis propriétaire de la maison. Et Andy, je ne la démolis pas. Non. Qu'est-ce que tu vas en faire? Je vais la rénover, ai-je dit en regardant le porche pourri. Je vais en faire un refuge pour les enfants qui se font mettre à la porte par leurs parents. On l'appellera le centre Andy. Il y a eu un silence à l'autre bout, puis une toux rauque. Tu es un homme bien, Thomas. J'essaie, ai-je dit. Mon père est décédé 2 jours plus tard. Anne a fui la ville avant les funérailles pour éviter les dettes. Linda vit actuellement dans une maison de retraite assistée par l'État. Je paie sa chambre, mais je ne lui rends jamais visite. La biologie est un accident. La famille est un choix, et j'ai choisi la mienne. Les funérailles de Robert Miller ont été une affaire discrète. Il a plu, car bien sûr qu'il a plu. C'était ce genre de cliché cinématographique que la vie vous jette parfois au visage juste pour bien faire comprendre les choses. J'ai payé pour le service. J'ai payé pour le cercueil en acajou avec la doublure en soie. J'ai payé pour la concession dans la section chère du cimetière, juste sous un vieux chêne qui ressemblait étrangement à celui de notre jardin. Mais je ne me suis pas assis au premier rang. Je me suis tenu à 50 mètres en arrière, sous un grand parapluie noir, observant de loin. Il y avait peut-être 10 personnes, quelques vieux copains de beuverie, quelques cousins éloignés qui reniflaient à la recherche d'un héritage qui n'existait pas, et ma mère. Linda avait l'air minuscule dans sa robe noire. Elle s'appuyait lourdement sur un déambulateur, regardant autour d'elle, scrutant l'horizon. Je savais qui elle cherchait. Elle cherchait Anne, mais Anne n'était pas là. Ma sœur, l'enfant chérie, celle que Robert avait détruite sa famille pour protéger, n'avait pas pris la peine de venir. La police la recherchait pour plusieurs prêts non remboursés et une fraude à la carte de crédit commise au nom de mon père pendant ces dernières semaines. Elle avait vidé son dernier compte, celui destiné aux frais funéraires, et avait disparu.
J'ai donc dû signer le chèque. C'était la dernière facture sur le grand livre de mon enfance. J'ai regardé le prêtre dire les mots habituels. Il a parlé de Robert comme d'un père dévoué et d'un pilier de la communauté. Je ne ressentais plus de colère. Je ressentais juste un profond sentiment de gâchis. Robert Miller était mort en pensant qu'il protégeait son héritage. Mais à la fin, son héritage était un compte en banque vide, une fille fugitive et un fils qui regardait son enterrement comme un étranger regarde un film. Quand le service s'est terminé, les quelques invités se sont dispersés rapidement. Personne n'aime s'attarder autour de l'odeur de l'échec. Linda est restée près de la tombe ouverte pendant un long moment. Je me suis approché. L'herbe mouillée a fait un bruit de succion sous mes chaussures en cuir italien. Elle m'a entendu arriver et s'est retournée. Son visage était une carte de la tragédie. Ses yeux étaient rouges, gonflés et désespérés. « Tu es venu » a-t-elle murmuré. J'ai payé, les jeux corrigés. Il y a une différence. Anne n'est pas venue, a-t-elle dit, sa voix tremblante. J'ai appelé son portable 100 fois. Ça va directement sur la messagerie vocale. Comment a-t-elle pu ne pas venir? Il est mort pour elle. C'est exactement pour ça qu'elle n'est pas venue, ai-je dit, debout à côté d'elle, mais sans regarder la tombe. Elle ne peut pas faire face à la réalité de ce qu'elle lui a coûté. Anne n'aime les choses que lorsqu'elles sont gratuites, Linda. Dès qu'une facture arrive, émotionnelle ou financière, elle s'enfuit. Linda a baissé les yeux sur le cercueil. Il t'aimait, Thomas, à sa manière. Vers la fin, il a demandé après toi. J'ai resserré ma prise sur la poignée du parapluie. Ne fais pas ça. Ne réécris pas l'histoire pour te sentir mieux. Il n'a pas demandé après moi. Il a demandé un rein. Il a demandé une pièce de rechange pour faire fonctionner sa propre machine. Ne confondons pas le désespoir et l'amour. Elle s'est remise à pleurer. Les mêmes pleurs impuissants qui me faisaient courir pour la réconforter quand j'étais enfant. Maintenant, ça me faisait juste regarder ma montre. Où vais-je aller? A-t-elle demandé. La maison est partie. La banque a pris la voiture. Je n'ai rien. Tu as une chambre, ai-je dit. Je l'ai arrangée ce matin. C'est à la maison de retraite Shady Oaks. C'est propre. Ils servent 3 repas par jour. Il y a un jardin. Une maison de retraite? Elle avait l'air horrifiée. Thomas, je n'ai que 65 ans. Je ne peux pas vivre dans une maison de retraite. C'est ça ou le refuge, ai-je dit sans embâche. Et franchement, tu ne t'intégrerais pas au refuge que je construis. Ces enfants sont victimes de mauvais parents. Ce serait un conflit d'intérêts de t'avoir là-bas. C'était cruel. Je savais que c'était cruel, mais c'était aussi la vérité. Je lui ai tendu une carte avec l'adresse. Une voiture t'attend à la grille. Mon chauffeur t'y conduira. Tes frais sont payés pour l'année prochaine. Après ça, nous réévaluerons en fonction de ton comportement. Mon comportement? Elle m'a regardé comme si je parlais une langue étrangère. Oui. Si tu continues à me culpabiliser ou si tu essaies de transférer mon argent à Anne, les paiements s'arrêtent. Tu es en bourse maintenant, Linda. Ne la gâche pas, je me suis retourné et je suis parti. Je l'ai laissée debout près de la tombe de l'homme qu'elle avait encouragé, tenant une carte de visite du fils qu'elle avait trahi. Je suis remonté dans ma Rolls-Royce, et pour la première fois depuis des semaines, j'ai allumé la radio. J'avais besoin de bruit. J'avais besoin de noyer le silence du cimetière. Les quelques mois suivants ont été un tourbillon de construction et de batailles juridiques. Je n'ai pas seulement acheté la maison sur Oak Street. Je l'ai vidée. J'ai engagé une équipe pour la mettre à nu jusqu'au montant. Je voulais que chaque souvenir, chaque molécule de l'histoire de la famille Miller soit raclée de là. Je me souviens du jour où nous avons abattu le mur de la chambre d'Anne. L'entrepreneur a trouvé une cachette de vieilles lettres derrière la plainte. Elle venait de Vernon, le dealer. J'en ai lu une. Elle était datée d'une semaine avant l'incident, il y a 10 ans. Dedans, Anne parlait de sa peur de se faire prendre, de la nécessité de trouver un moyen de régler ça pour que papa ne lui coupe pas son argent de poche. C'était là, noir sur bleu, prémédité. Elle n'avait pas seulement paniqué. Elle l'avait planifié. Elle m'avait piégé parce que j'étais le pion commode. J'ai brûlé les lettres dans un baril en métal dans le jardin.
Regarder le papier se recroqueviller et se transformer en cendres ressemblait plus à des funérailles que celles du cimetière. C'étaient les funérailles de mon dernier lambeau de doute. Pendant que la maison était transformée, j'ai dû gérer les retombées juridiques de la succession de mon père. C'était un désordre. Héritage est un mot amusant. Les gens supposent que cela signifie de l'argent. Pour moi, cela signifiait des dettes. Les créanciers sortaient du bois. Robert avait tout mis en gage. J'ai dû engager une équipe d'avocats juste pour protéger mes propres actifs d'être mêlés aux siens. Je suis resté assis dans des salles de conseil pendant des heures, signant des affidavits prouvant que Sterling Climate Control était une entité distincte du désastre qu'était Miller Hardware. Et puis il y avait Anne. Elle a été attrapée 3 mois plus tard dans le Nevada. Elle avait essayé d'ouvrir une carte de crédit en utilisant l'identité d'une femme décédée. C'était bâclé, désespéré. J'ai reçu l'appel du procureur de district. Monsieur Sterling, a-t-il dit, votre sœur risque 5 à 7 ans pour vol d'identité et fraude. Elle vous demande comme témoin de moralité. Elle dit que vous pouvez témoigner de son enfance difficile. J'ai fait pivoter ma chaise pour regarder l'horizon de la ville. Je peux certainement témoigner de son caractère, ai-je dit. Mais je ne pense pas que cela aidera sa défense. Elle prétend n'avoir pas d'argent pour un avocat. Elle veut savoir si vous couvrirez ses frais de justice. J'ai ri. C'était un vrai rire cette fois. Dites-lui que je suis occupé. Je construis une maison. Je n'ai pas payé son avocat. Elle a eu un avocat commis d'office. Elle a plaidé coupable à une accusation moins grave et a écopé de 4 ans. Je ne lui ai pas rendu visite. Je n'ai pas écrit. Au moment où le marteau est tombé, le lien a été rompu. La rénovation du 42 Oak Street touchait à sa fin. Ça ne ressemblait plus à la maison des Miller. Nous avions enlevé les colonnes blanches prétentieuses. Nous l'avions peinte d'un bleu ardoise chaud et accueillant. Nous avions agrandi l'arrière pour ajouter plus de chambres. Je me suis tenu sur le trottoir un soir, la regardant. Le panneau, à vendre, était parti depuis longtemps. À sa place se trouvait un modeste panneau en bois qui disait « Le Centre Andy, un havre de paix ». Ce n'était pas un monument à mon ego. C'était la correction d'une erreur. Mon téléphone a sonné. C'était le numéro que j'attendais. Je suis à l'aéroport, gamin, a rauqué la voix à l'autre bout. J'arrive, Andy, ai-je dit. J'ai sauté dans la voiture. Pas la Rolls-Royce cette fois. J'ai pris le pick-up. La Rolls était pour les affaires. Le camion était pour la famille. Et j'allais chercher le seul père qu'il me restait. Andy avait l'air plus vieux. Le soleil de Floride avait bronzé sa peau jusqu'à la couleur du vieux cuir, et il se déplaçait un peu plus lentement, ses genoux lui posant des problèmes. Mais ses yeux étaient les mêmes, vifs, évaluateurs, intolérants aux bêtises. Quand il a vu la maison, il n'a rien dit pendant un long moment. Il s'est appuyé sur sa canne, fixant le panneau avec son nom dessus. « Tu n'avais pas à faire ça », a-t-il grommelé. Mais j'ai vu son menton trembler légèrement. « Je ne l'ai pas fait pour toi », ai-je dit en m'appuyant contre le camion. Je l'ai fait pour le gamin qui dort dans une benne à ordures en ce moment et qui pense que sa vie est finie. Le Centre Andy, a-t-il lu à haute voix. On dirait un endroit où on se fait engueuler pour avoir mal tenu une clé à molette. C'est exactement ça, ai-je souri. J'ai besoin d'un directeur, Andy. Quelqu'un pour vivre dans la dépendance à l'arrière. Quelqu'un pour apprendre à ses enfants que le monde ne leur doit rien. Mais que ça ne veut pas dire qu'ils ne peuvent pas tout prendre s'ils travaillent pour. Il m'a regardé. Je suis à la retraite, Thomas. Tu t'ennuies, ai-je rétorqué. Et ça te manque de donner des ordres aux gens. Il a craché par terre. Quand est-ce que je commence? Nous avons ouvert les portes 2 semaines plus tard. Il n'y a pas eu de cérémonie d'inauguration, pas de presse. Je ne voulais pas que ce soit un cirque médiatique. Je voulais que ce soit sûr. Le premier résident est arrivé un mardi soir. Il pleuvait à nouveau, un miroir de la nuit où je suis parti. Il s'appelait Marcus, ironiquement. Il avait 16 ans. Il avait été mis à la porte parce que son beau-père n'aimait pas son apparence. Il portait un t-shirt par une température de 40 degrés. Il avait un œil au beurre noir. Il tremblait, non seulement de froid, mais de cette peur profonde et vibrante qui vient lorsque vos fondations sont arrachées. J'étais au bureau en train d'examiner les factures quand Andy l'a fait entrer. « Assieds-toi »
a dit Andy au gamin en lui montrant une chaise. Andy lui a versé une tasse de chocolat chaud. C'était la seule chose douce chez Andy. Je suis sorti du bureau. Le gamin a levé les yeux. Il a vu mon costume, ma montre. Il a tressailli. Il s'attendait à un jugement. Il s'attendait à une figure d'autorité qui allait lui dire ce qu'il avait fait de mal. Je me suis assis en face de lui. « Tu as faim ?» ai-je demandé. Il a hoché la tête, les yeux baissés. « Nous avons du ragoût » ai-je dit. « Mais avant de manger, je dois te dire les règles. Il n'y a que 2 règles dans cette maison. » Il a levé les yeux, méfiant. « Règle numéro 1, tu es en sécurité ici. Personne ne te frappe. Personne ne te crie dessus. La serrure de ta porte fonctionne et tu as la seule clé. » Les épaules du gamin se sont affaissées d'environ 1 pouce. Règle numéro 2, ai-je continué en me penchant en avant. Ton passé n'est pas ton avenir. Quoi qu'il t'ait dit, quels que soient les noms qu'il t'ait donnés, paresseux, stupide, indésirable. Ça s'arrête à la porte d'entrée. Dans cette maison, tu es défini par ce que tu fais ensuite, pas par ce qui t'a été fait. Le gamin m'a fixé, sa lèvre a tremblé. Mon père a dit. Il a dit que j'étais une ordure. J'ai senti une douleur fantôme à la mâchoire, là où Robert Miller m'avait frappé. Mon père m'a dit que j'étais un monstre, ai-je dit doucement. Il m'a dit que je méritais de mourir de froid. Les yeux du gamin se sont agrandis. Toi. Moi. J'ai pointé le plafond. J'ai grandi dans cette maison. J'ai été jeté de ce Porsche. J'ai vécu dans une voiture et maintenant je suis propriétaire du pâté de maison. Je me suis levé et j'ai pris une lourde veste d'hiver sur le portant des dons. Une parka neuve de Sterling Climate Control. Je la lui ai jetée. Mais ça, mange du ragoût, puis va dormir. Demain, Andy va t'apprendre à souder. Tu vas apprendre un métier. Tu vas gagner ta vie. Et tu vas te construire une vie si grande que les gens qui t'ont jeté dehors auront besoin d'un télescope juste pour te voir. Le gamin a mis la veste. Elle était trop grande pour lui, mais il l'a zippée jusqu'au menton. Il m'a regardé et pour la première fois, la peur dans ses yeux a été remplacée par autre chose. Une petite étincelle. L'espoir. Merci, a-t-il murmuré. Ne me remercie pas, ai-je dit. Travaille. Je suis sorti sur le porche. La pluie avait cessé. Les nuages se brisaient, révélant un croissant de lune. J'ai regardé ma Rolls-Royce garée au bord du trottoir. Pendant des années, cette voiture avait été mon identité. C'était mon armure, mon « je vous emmerde » au monde. Mais en la regardant maintenant, ce n'était qu'une voiture, un assemblage de métal et de caoutchouc. Ce n'était pas qui j'étais. J'étais l'homme qui avait construit cette maison. Pas la structure physique, mais le but à l'intérieur. J'ai pensé à mon père pourrissant dans le sol avec sa fierté. J'ai pensé à Anne assise dans une cellule avec sa victimisation. J'ai pensé à Linda seule dans une pièce pleine d'étrangers. Ils étaient prisonniers de leur propre choix. Ils avaient choisi l'image plutôt que la substance. Ils avaient choisi le sang plutôt que la loyauté. J'ai pris une profonde inspiration d'air frais de la nuit. Ça sentait le trottoir mouillé et les aiguilles de pin. Ça sentait l'avenir. Mon téléphone a vibré. C'était un SMS de Sarah, mon ex-petite amie. Elle avait entendu parler du centre. J'ai vu ce que tu fais. C'est incroyable. Je me demandais si on pouvait peut-être prendre un café un de ces jours. Pour se rattraper. J'ai regardé le message. Il y a 10 ans, j'aurais tué pour ce SMS. J'aurais supplié pour son approbation. J'ai tapé une réponse. Je ne bois pas de café avec les fantômes. J'ai supprimé la conversation et bloqué le numéro. Je me suis retourné vers la maison. À travers la fenêtre, je pouvais voir Andy montrer au gamin comment tenir une cuillère correctement, grommelant quelque chose qui a fait sourire le gamin. Je n'étais plus Thomas Miller. Je n'étais pas la victime. Je n'étais même pas le vengeur. J'étais Thomas Sterling et j'étais enfin chez moi. La biologie est un accident. La famille est un choix. S'il y a une chose que je veux que vous reteniez de mon histoire, c'est celle-ci. Vous ne devez pas votre vie aux personnes qui vous ont donné la vie, surtout si elles utilisent ce lien pour vous briser. Nous grandissons en entendant que les liens du sang sont plus forts que tout. Que nous devons pardonner à notre famille,
Quoi qu'il arrive. C'est un mensonge dangereux. Les personnes toxiques sont toxiques, qu'elles partagent votre ADN ou non. Mes parents ont choisi leur réputation plutôt que ma sécurité. Ma sœur a choisi son confort plutôt que mon avenir. Si j'étais resté, si j'avais mendié leurs miettes d'amour, j'aurais été détruit. Mon succès ne vient pas de l'argent ou de la Rolls-Royce. Ce ne sont que des choses. Mon véritable succès est venu du moment où j'ai accepté que j'étais seul et que j'avais le pouvoir de construire une nouvelle famille. J'ai trouvé un père en un mécanicien nommé Andy. J'ai trouvé un but en un gamin nommé Marcus. L'estime de soi n'est pas un héritage. C'est quelque chose que vous construisez brique par brique en fixant des limites et en refusant de laisser les autres définir votre valeur. Si vous êtes dans une situation où vous êtes le bouc émissaire, où vous n'êtes aimé que lorsque vous êtes utile, partez. Faites vos valises. Marchez dans le blizzard. Il fera froid. Ce sera difficile. Mais je vous promets que la chaleur que vous trouverez de l'autre côté sera réelle. Maintenant, je veux vous entendre. Y a-t-il déjà eu un moment dans votre vie où vous avez dû choisir entre protéger votre paix et plaire à votre famille? Avez-vous dû couper les ponts avec quelqu'un pour vous sauver? Racontez-moi votre histoire dans les commentaires. Played this game before. You've played these games before, come on. Okay, I've played this game before. Who am I kidding? Oh my god, I don't know what just got caught in my throat there. This day. What? Wait, can I say that on stream? It's a... Yeah. Why can't you? Say Well, I it don't again, know. why don't you? I've literally said fuck, shit, bitch. Oh, that's right. I should have said no. But have you said your favorite word that Oh, starts I have not N? said the N-word. Oh, No. Over here, guys, over here. I love watching those videos where it's Where? like, I'm gonna cancel myself three before people. I go famous, because I feel it. I've said the N-word multiple times. Guys, get in the 3-person box. wait, I actually. No, Hello? do not get into Oh, where you three. guys? Oh, Okay. No, me and We did, Lightning, we're gonna have a twosome. A twosome? Yeah. Tucson? Twosome? Bruh. Jeez. Jeez. I should take a trip to Arizona this weekend. Weren't you supposed to? I remember you said. We were talking about why- it, and then money and everything. That's so real. Yeah. We were talking Heck, about I've it. been and- so busy, Yep. I wouldn't even be able to go. Yeah. I haven't had a day off of work since like You have, Do you know you how have long- tomorrow off? no, I don't have tomorrow. Oh. And the next day, and the next day, and the next day. Well, if you're in And the next day. California, you're supposed to at least have one. Well, Wait, what is this game? run. Run. I wanted that. Oh, Oh. watch out! Oh, go in the red, Duck. Go in the red. Yeah, Oh, oh, no, you you lied. liar. You didn't go in the red. Oh, Damn it. you better go in the red. Oh, I tried. Try. Try. Pew, 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 pew. What's this? Boop. Simple dimple. Papa stew. Eat zucchini. Uh-oh. Oh God, they're gonna make No. you guys fall in love. What? I hope so. What? I thought you were gonna be like, I don't need Cupid for that. Uh-oh. He Now that doesn't. would have been Uh-oh. good. Oh, it's gonna get me. Oh no! Watch out! Oh my God, it's so slow.
No, I want it. Right. I got it. Dang it. Bless you. I got another one that you guys passed. Bozos, bozos, bozos. No. I wish it wasn't like blocking the screen completely. What blocks the screen? Like the stages. Like the Oh. the text and everything. Oh, gotta run. Run. She says she too young, don't want no man. Oh. I just walked off. What a bozo. Me hopping on bro's dick. What? 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 Run. What's this? What's this?